Imagine une nuit où le silence a du poids. Pas un silence vide, non. Un silence dense qui appuie contre les tempes et s'infiltre sous la peau comme une brume froide. Devant toi se dresse un château médiéval, massif et sombre, posé sur son éperon rocheux. Le jour, ses murailles promettent la sécurité. La nuit, elles redeviennent pierre et vent, minérales et indifférentes. Les couloirs s'éteignent un à un, les voix s'abaissent sans s'en rendre compte, les portes se ferment comme des paupières fatiguées. Et quand la dernière chandelle abandonne la grande salle, tu entends pour la première fois la respiration du froid. Le froid, ici, n'est pas seulement un chiffre sur un thermomètre imaginaire. C'est une présence. Il se loge dans les joints de la maçonnerie, se faufile par les meurtrières, s'étire au ras du sol. Les dalles le renvoient, les piliers le propagent, les tentures épaisses ne font que le ralentir. Il s'invite sans fracas. Une nuance de buée au bout des lèvres, un frisson qui monte des chevilles, un picotement discret au bout des doigts. On croit d'abord à une impression. Puis l'impression devient certitude. La nuit sera longue et elle n'accordera rien sans négociation. Dans ces pierres, l'air a une mémoire. Toute la journée, le château a bu la lumière. Maintenant, il restitue, mais mal, avec parcimonie. Les chambres hautes, si convoitées pour la vue, sont les premières à perdre la chaleur. Les galeries où l'on défilait fièrement deviennent des couloirs de vent. Les escaliers en vis, si commodes pour défendre, piègent les courants d'air et les redistribuent comme des ruisseaux invisibles. Chaque détail d'architecture, utile ou symbolique, se retourne contre le confort. Rien n'a été bâti pour l'aisance, tout a été pensé pour durer et protéger. Alors on s'organise. Car dormir, ici, n'est pas un geste naturel. C'est un art discret, appris au fil des hivers. On étouffe les braises sous un voile de cendre pour les retrouver au matin. On cale les volets avec des coins de bois pour qu'ils ne claquent pas. On bourre d'étoffe la fente du bas de la porte. On secoue la couverture pour chasser l'humidité qui s'y est logée pendant le jour. On prépare une pierre chaude cueillie dans la gueule de la cheminée, qu'on enveloppe dans un linge et qu'on glisse au fond du lit pour le préparer, comme on apprête un pain. Tous ces gestes, patiente couture, retiennent un peu de chaleur autour du corps comme on ferme une cape autour d'un enfant. Mais avant que chacun ne se retire, le château vit son dernier remous. On entend la voix de l'intendant compter le bois, la cliquette d'un veilleur couler le long d'un corridor, un ferraillage discret lorsqu'on relève la herse. Des pas montent autour, deux silhouettes échangent la garde, se frappent les épaules pour faire circuler le sang. Les chiens, dans la basse-cour, tournent avant de se coucher, roulés comme des anneaux autour de leur propre chaleur. Et soudain tout s'apaise. Le monde se replie. Une ultime flamme hésite dans la grande cheminée. Elle tressaille puis s'accorde au souffle de la nuit. Dans une chambre haute, un seigneur contemple ce reste de feu. La lueur dorée et faible s'empâte dans les tapisseries. Le lit, massif, paraît une île. Châssis de bois, matelas épais, couverture superposée, lourd rideau au repos. On ne dort pas encore. On écoute. La charpente parle. Un craquement sec puis un petit gémissement comme une corde qui se reprend. La pierre s'exprime aussi. Un bruit sourd, très bas, semblable à un soupir. Chaque château a sa langue, sa diction lente. À qui l'écoute, il dit le temps qu'il fait et l'heure qu'il est, l'état du vent et la présence d'une bête dans la cour. Le seigneur sourit. Ses conversations lui sont familières. Elles le rassurent, elles lui rappellent qu'il habite un être plus grand que lui et que cet être veille. Au-dessous, dans une pièce plus basse, une servante plie des étoffes. Elle vérifie que rien ne touche la braise. Elle dépose une pipée d'eau près du feu pour qu'elle tiédisse d'elle-même. Elle se frotte les mains, souffle dessus, les pose à plat contre sa propre poitrine pour les réchauffer. Ses gestes sont lents et sûrs. Elle sait où se trouve chaque chose dans la pénombre, non par mémoire seulement, mais par ce tact particulier que la nuit développe. Une intelligence des distances, du poids, de la texture. Elle jette un dernier regard vers la couche où elle dormira, près de deux autres femmes, partagées, abritées par une seule couverture lourde. Elle ne trouvera pas tout de suite le sommeil. Elle s'est habituée depuis l'enfance à apprivoiser le froid d'abord, puis le reste. Dans la tour, la garde avance. Cap serré, menton dans la laine, la main sur le bois d'une pertuisane qui grince parfois. Le ciel constellé a l'air proche et dur. L'air pénètre jusqu'aux côtes. Les yeux piquent. Alors la garde marche, non pour surveiller seulement, mais pour faire circuler la vie. Elle sait que l'immobilité appelle le froid comme une invitation. Elle ne lui offrira pas cette courtoisie. Elle traverse la courtine, jette un œil sur le village sombre en contrebas, écoute un instant l'eau du fossé qui court, plus épaisse, presque muette. Puis elle reprend sa ronde.
Ces pas composent, à eux seuls, une musique, une mesure régulière, grave, sur laquelle le château calque son sommeil. Et toi, auditeur, où écoutes-tu ces pas? Sous un toit moderne peut-être, où la chaleur est un interrupteur, où la nuit se chasse d'un geste. Ou bien dans un coin plus frais du monde, où l'ombre garde un peu d'autorité. Dis-le si tu veux. Partage la ville, le pays, l'instant. Les anciens auraient aimé te savoir là, de l'autre côté du temps, à considérer leur lutte silencieuse contre la morsure de l'air. Abonne-toi si ces traversées te parlent. Nous en entreprendrons bien d'autres, ensemble, d'une rive d'époque à l'autre, le pas sûr et l'esprit tranquille. Revenons à la chambre, car c'est là que tout se joue. Le lit n'est pas un meuble seulement, c'est un abri. On le dresse haut, non pour l'ostentation, mais pour se tenir hors du sol, loin de l'humidité qui remonte, des bêtes qui passent, du froid qui roule au ras des dalles. Les rideaux lourds forment une tente. On les tire comme on ferme une porte à coulisses. Il y a dans ce geste une satisfaction qui tient autant du confort que du rituel. On réduit le monde, on le ramène à la taille du corps. On entre dans son propre climat, un espace réduit où l'haleine a le temps de réchauffer l'air, où la laine garde la mémoire d'une journée de chaleur, où les plumes s'accordent au poids d'un dos. On ne se jette pas dans ce lit, on y glisse. D'abord les pieds, puis les jambes, puis le torse. On garde un bonnet de nuit, non par coquetterie, mais parce que la chaleur s'enfuit par la tête avec une promptitude déconcertante. On entoure le cou d'un linge souple, on place une pierre tiède au fond, ou une chaufferette d'air chaud, vite retirée pour n'abîmer ni drap ni peau. On s'étire, un peu pour mettre le corps d'accord, on plie, on replie, on croise. Et quand tout est à sa place, on écoute, de nouveau. Pas de grincement suspect, pas de volets qui claquent, pas d'étincelles trop vives. Alors seulement on souffle, on consent au repos. Mais la nuit médiévale ne se livre jamais d'un bloc. Elle vient par paliers, comme une tour qu'on descend étage par étage, main sur la pierre tiède d'un escalier intérieur. D'abord un demi-sommeil, fragile, où chaque bruit a figure. Puis une plongée plus franche, où la respiration impose sa cadence. Plus tard, un réveil calme, sans frayeur, que la plupart prennent pour une visite inopinée de la pensée. On n'appelle pas cela insomniaque, on y voit un temps donné. On allume une mèche, on boit une gorgée, on murmure une prière. On parle parfois à voix très basse, deux fronts rapprochés dans l'ombre, comme si l'on confiait aux ténèbres un secret que le jour ne comprendrait pas. Et puis on revient au lit, on remet de l'ordre dans les couvertures, et l'on repart sans hâte vers l'autre partie de la nuit. Le froid, lui, ne dort pas. Il profite de chaque négligence, il guette chaque pan de tissu mal tiré, chaque bras hors de la couverture. Il n'est pas cruel, il est constant. Pour lui résister, on cultive une attention douce. Pas de gestes brusques, pas d'excès de feu, pas d'empilement de vêtements au point d'emprisonner l'humidité contre la peau. On apprend à respirer par le nez, à rentrer les épaules, à veiller à ce que les chevilles soient couvertes, ces modestes portes du corps par où s'enfuit la chaleur comme par jeu. On ne s'en agace pas. On s'y ajuste comme on s'ajuste à la pente d'un chemin. Parfois, un rêve vient te visiter, presque concret. Il a l'odeur du bois chaud, la couleur du feu déclinant, la texture rassurante de la laine. Il t'emmène dans une salle familière mais vide où la lumière est si douce que tu en oublies le froid. Et lorsque tu te réveilles, ce n'est pas pour trembler, mais pour te retourner lentement, remettre tes mains l'une contre l'autre sous ton cou, te rapprocher d'un souffle ami. Tu découvres alors un savoir simple et ancien. La chaleur n'est pas une température seulement, c'est une compagnie. Ainsi le château, la nuit, n'est pas immobile. Invisible, une mécanique délicate travaille à ton repos. La cendre conservée, la braise retenue, les rideaux tirés, la pierre chauffée, la cape mise à sécher, le pot d'eau laissé auprès du feu, la fenêtre calfeutrée, la garde qui marche. 1000 petites justesses fabriquent une tranquillité suffisante. On ne cherche pas le confort parfait, on vise l'équilibre. On ne vainc pas le froid, on l'apprivoise, on s'entend avec lui, on fait de sa présence une règle de vie plutôt qu'une tyrannie. Et puis il y a cette pensée, étrange et douce. Si tant d'efforts entourent un simple sommeil, c'est que le sommeil compte. On ne le néglige pas. On le prépare comme on prépare une fête silencieuse. On sait que c'est là, dans ce retrait, que l'âme se remet, que le corps répare, que la veille elle-même se nourrit. Dormir est un travail à part entière, une œuvre accomplie sans geste visible. On lui accorde ce sérieux tranquille que l'on accorde aux choses nécessaires et discrètes. Avant que tes paupières ne se ferment tout à fait, laisse-moi te poser une question, simple et humaine. D'où écoutes-tu cette histoire? De quelle ville? De quel rivage? De quelle chambre? Dis-le dans les commentaires, quand tu voudras. J'aime imaginer la carte invisible qui relie nos nuits.
Et si ces traversées te parlent, abonne-toi, sans hâte, sans tapage. Ici, nous avançons à pas égaux, loin des cris, près du feu, la voix basse et l'esprit clair. Mais n'en restons pas au seuil. Derrière cette entrée de nuit se tient un secret que nos habitudes modernes ont presque oublié. Au Moyen-Âge, on ne dormait pas d'un seul tenant. Il y avait un premier repos, puis un éveil paisible, puis un second plongeon. Ce rythme que la pierre encourage et que la cloche ordonne n'était pas une excentricité. C'était une sagesse du corps, une manière d'habiter la nuit en 2 temps, comme on lit un livre en 2 veillées. Mais ce n'était pas toute l'histoire. Le cœur de la nuit médiévale battait en 2 mouvements. Dans la prochaine étape, je t'emmène au plus près de ce rythme oublié. Comment il naissait, comment on l'honorait, et comment, par lui, on trouvait le moyen de ne pas mourir de froid. Quand le soleil quittait l'horizon au Moyen-Âge, il ne laissait pas derrière lui les lampadaires, les lanternes électriques ou les reflets rassurants de la ville moderne. Non, il abandonnait les hommes à une obscurité véritable, profonde, presque tangible. Dans les châteaux, la tombée de la nuit était un événement en soi. On ne baissait pas la lumière. On changeait littéralement de monde. Les portes grinçaient plus fort, les pierres semblaient plus lourdes et le froid gagnait en autorité. Chaque soir, la nuit s'installait comme une souveraine et nul n'osait discuter son règne. Pour nous, modernes, la nuit est un intervalle. Pour eux, c'était un royaume. L'ombre n'était pas neutre. Elle inspirait crainte, respect et fascination. On parlait de la nuit comme d'une frontière. Au-delà de cette frontière vivaient des forces invisibles, esprits, démons, anges, âmes errantes. Le monde médiéval était saturé de croyances et la moindre obscurité les alimentait. Une chandelle qui s'éteint d'un souffle mal placé devenait signe de mauvais augure. Le cri d'une chouette dans la forêt voisine était interprété comme l'annonce d'une maladie, parfois même d'une mort prochaine. Dans un château, ces sons et ces signes résonnaient plus fort que nulle part ailleurs, car l'obscurité s'y mêlait à la pierre, donnant aux superstitions une solidité implacable. Mais la nuit médiévale, ce n'était pas que les peurs. C'était aussi une expérience physique totale. L'absence de lumière faisait naître une obscurité épaisse, que la flamme d'une torche n'éclairait que de manière timide. Les couloirs étaient replongés dans une pénombre, où chaque pas résonnait avec un écho démesuré. Les serviteurs avançaient souvent à tâtons, une chandelle à la main, protégeant la flamme de leurs doigts pour éviter que le souffle d'un courant d'air ne l'éteigne. Même les nobles, dans leurs chambres ornées de tapisseries, se contentèrent d'une faible clarté. La nuit était une compagne imposée, qu'on n'essayait pas de vaincre, mais avec qui il fallait cohabiter. Le froid donnait à cette obscurité une intensité supplémentaire. Les murs de pierre, déjà humides le jour, relâchaient la nuit une fraîcheur glaciale qui enveloppait tout. On ressentait la morsure du froid même à travers plusieurs couches de tissu. Les tapisseries fixées au mur n'étaient même pas seulement décoratives. Elles constituaient une barrière fragile contre l'humidité. On dormait parfois en gardant ses vêtements de jour, simplement pour conserver un peu de chaleur. Même les riches, qui possédaient de lourds draps de laine et des couvertures épaisses, savaient que le froid trouverait toujours un interstice pour se faufiler. Et pourtant, ce froid n'était pas seulement un ennemi. Il était une présence avec laquelle on vivait. On apprenait à le tolérer, à l'apprivoiser. Les gestes du soir reflétèrent cette intelligence tacite. On calfeutrait soigneusement les ouvertures, on plaçait des tissus sous les portes, on glissait des pierres chauffées dans les lits. Chaque rituel avait une signification. Non seulement lutter contre l'air glacé, mais aussi se préparer psychologiquement à la traversée de la nuit. Car la nuit médiévale était un voyage. On n'entrait pas dans le sommeil comme nous le faisons, d'un seul bloc. On s'y avançait par étapes, comme on franchit un territoire inconnu. La peur la plus tenace venait de ce qu'on ne voyait pas. Dans les grandes salles plongées dans l'ombre, les tapisseries semblaient les bouger toutes seules. Dans les couloirs, on croyait entendre des pas. Le vent, en s'engouffrant dans une meurtrière, produisait des sons semblables à des gémissements. Et pour qui connaissait les légendes du village, il suffisait de peu pour croire à une présence invisible. Le château, avec ses tours et ses souterrains, devenait alors un théâtre où l'imaginaire projetait des spectres. Même les plus braves préféraient éviter de circuler seuls dans l'obscurité. Mais l'ombre n'était pas seulement un lieu de crainte, elle était aussi un temps de transition. Les prières du soir, les complis, rythmaient le passage du jour à la nuit. Ces chants murmurés, souvent dans une chapelle attenante, enveloppaient les habitants d'un sentiment de protection. La nuit devenait un espace sacré, un temps accordé à Dieu. On y déposait ses peurs, ses inquiétudes, ses désirs. Puis chacun regagnait sa couche avec l'impression d'avoir accompli un rituel nécessaire. La nuit était donc à la fois le domaine des superstitions populaires et celui de la spiritualité profonde.
Il faut comprendre que le silence de ces nuits-là n'était pas notre silence moderne. Aujourd'hui, nos nuits sont encore peuplées. Voitures au loin, téléphones qui vibrent, éclairages artificiels qui repoussent l'ombre. Au Moyen-Âge, le silence nocturne était presque absolu. Seuls quelques bruits ponctuaient l'obscurité. Le pas d'un veilleur sur les remparts, le craquement d'une poutre, le souffle du vent. Ce silence n'était pas reposant pour tous. Il pesait, il inquiétait. Beaucoup se réveillaient en sursaut, persuadés d'avoir entendu quelque chose. Le sommeil était donc fragile, sans cesse menacé par les sons ou les sensations du froid. Et pourtant, dans cette obscurité, la communauté se soudait. Les habitants d'un château, nobles, serviteurs, enfants, soldats, partageaient la même expérience. Chacun connaissait ce froid mordant, ce silence qui pèse, cette peur diffuse. En dormant à plusieurs dans une même pièce, en partageant un lit ou une couverture, on se rapprochait. L'ombre et le froid, paradoxalement, renforçaient les liens humains. Le besoin de chaleur, physique et psychologique, effaçait pour un temps les distances sociales. Le seigneur dans son lit à baldaquin et le serviteur roulé dans sa paillasse vivaient la même bataille nocturne, chacun à sa manière. On disait aussi que la nuit révélait la vérité des hommes. Celui qui gardait son calme dans l'obscurité inspirait confiance. Celui qui paniquait perdait de son autorité. Le château, en silence, devenait un miroir. Il reflétait les forces et les faiblesses de chacun. Certains profitèrent de la nuit pour méditer, d'autres pour prier longuement. Les plus jeunes racontèrent des histoires à voix basse, comme pour se protéger mutuellement du froid et de la peur. Dans l'obscurité, les mots avaient plus de poids. Chaque phrase résonnait comme un serment ou une confession. La nuit médiévale était donc bien plus qu'un intervalle entre deux jours. C'était une épreuve à franchir, un espace à apprivoiser. Elle façonnait les corps et les esprits. Elle imposait une discipline, un rythme, une manière d'être au monde. Elle rappelait à chacun que l'homme n'est pas maître de tout, qu'il existe des forces qui le dépassent, et c'est précisément dans cette reconnaissance de sa fragilité que l'homme médiéval trouvait une forme de sagesse. Alors, la prochaine fois que vous éteindrez la lumière de votre chambre, essayez d'imaginer. Que resterait-il si toute électricité disparaissait? Si vos murs laissaient entrer le froid comme une marée lente? Si votre seule défense était un feu vacillant, quelques étoffes et la présence rassurante d'un compagnon de sommeil? Peut-être comprendriez-vous, ne serait-ce qu'un instant, ce que signifiait réellement la nuit au Moyen-Âge. Mais ce n'était pas tout, car l'ombre n'était pas seulement un décor pesant. Elle dictait un rythme nouveau aux corps endormis. Le sommeil médiéval n'était pas un long fleuve tranquille. Il battait en deux mouvements. Aujourd'hui, nous croyons que le sommeil se doit d'être continu. On parle d'insomnie quand on se réveille au milieu de la nuit. On mesure ses heures de repos comme on compte des pièces dans un coffre, persuadé qu'un sommeil parfait doit être un bloc solide, ininterrompu. Mais pour les hommes et les femmes du Moyen-Âge, la nuit n'avait rien d'un mur infranchissable. Elle était un chemin qui se parcourait en deux étapes. Le corps connaissait un premier sommeil, suivi d'un éveil calme, presque paisible, avant de replonger dans un second sommeil. Ce rythme qu'on appelle aujourd'hui sommeil biphasique n'était pas une anomalie, c'était la norme. Les médecins, les prêtres, les philosophes de l'époque en parlaient comme d'une évidence. Dans certaines chroniques, on trouve l'expression « premier somme » pour désigner ces premières heures où l'on glisse dans l'oubli, et « second somme » pour la deuxième partie de la nuit plus profonde, plus réparatrice. Entre les deux, il y avait ce que les textes nommaient joliment « le veille ». Et cette veille n'était pas une souffrance. Elle était une opportunité. Imaginons. La nuit est avancée. Le froid mordant au crépuscule est désormais familier. Les braises de la cheminée continuent de luire, étouffées sous la cendre. Dans une chambre de pierre, 2 ou 3 silhouettes se redressent lentement, sans frayeur. Leurs yeux s'habituent à l'obscurité. Ils savent qu'ils viennent de traverser le premier sommeil et que la nuit leur offre maintenant un moment suspendu. Que faisait-on alors dans ce temps de veille? Certains priaient. Les clercs, habitués aux heures canoniales, voyaient dans cette interruption un signe naturel pour se tourner vers Dieu. Dans les abbayes, on récitait matines, chants bas, psalmodies qui résonnaient sous les voûtes, donnant à la nuit une dimension sacrée. Pour les laïcs, plus simple, ce temps pouvait être consacré à la méditation ou à la récitation d'oraisons apprises par cœur. Le silence du château se prêtait à l'introspection. Les pensées coulaient plus lentement, plus profondément. D'autres profitèrent de cette veille pour converser. On chuchotait à voix basse, sous les couvertures, comme pour ne pas réveiller les ombres. Les couples pouvaient échanger des confidences, parler de leurs soucis, de leurs projets, de leurs enfants. Les frères, les sœurs,
Les serviteurs partageant une couche pouvaient se raconter des histoires, répéter les légendes transmises au coin du feu. La nuit devenait ainsi un théâtre d'intimité, où les barrières sociales s'assouplissaient. Le froid rapprochait les corps, l'obscurité rapprochait les cœurs. Il y avait aussi des gestes plus pratiques. Certains se levaient pour entretenir le feu, ajoutant une bûche pour ne pas laisser mourir la chaleur. D'autres vérifiaient les animaux dans les écuries, profitant de ce temps de veille pour jeter un œil aux chevaux, aux poules, aux chiens. Les paysans, dans leurs chaumières, pouvaient même sortir brièvement pour uriner, arroser le foyer ou protéger leurs réserves de nourriture. Tout cela se faisait sans hâte, comme un prolongement naturel du sommeil, une respiration au cœur de la nuit. Les médecins médiévaux, héritiers de la pensée antique, considéraient même ce réveil comme salutaire. Ils expliquaient que le premier sommeil servait à digérer les repas, à réchauffer le corps, à apaiser les tensions. Le second, lui, permettait de restaurer l'esprit, de rêver, de consolider la mémoire. La veille intermédiaire donnait au corps le temps de passer de l'un à l'autre. Elle offrait un espace de respiration, une transition douce plutôt qu'un passage brutal. Et il y avait les rêves. Le premier sommeil, souvent plus agité, donnait naissance à des visions confuses, rapides, parfois inquiétantes. Le second, lui, portait des rêves plus longs, plus cohérents, parfois prophétiques. Les clercs et les prêtres y voyaient des signes divins. Les simples gens y trouvaient des histoires à raconter au matin. La veille, entre les deux, était le moment où l'on se souvenait encore des images, où l'on pouvait les partager à voix basse. Ainsi, le sommeil biphasique devenait un cycle de récits. On rêvait, on se réveillait pour raconter, puis on replongeait pour rêver à nouveau. Ce rythme avait aussi une fonction sociale. Dans un monde où les journées commençaient à l'aube, le soir arrivait tôt. On se couchait peu après le coucher du soleil, parfois avant. Le premier sommeil permettait de récupérer de la fatigue du jour. Mais si l'on dormait d'un trait jusqu'au matin, les nuits paraissaient interminables. En 2 temps, elles semblaient plus courtes, plus supportables. Ce cycle donnait une structure rassurante à l'obscurité. Certains textes rapportent même que les heures de veille pouvaient être un temps de tendresse. Les couples y trouvaient un moment privilégié, loin des tâches du jour et des regards. Les enfants, eux, pouvaient poser des questions qu'ils n'osaient pas formuler au grand jour. La nuit devenait alors une école discrète, un lieu d'apprentissage. Et dans le silence du château, chaque mot comptait. Le sommeil fragmenté était donc bien plus qu'une curiosité biologique. Il était un reflet de la vie médiévale, rythmée par la lumière, soumise aux saisons, ouverte aux dimensions spirituelles et communautaires. Il montrait à quel point l'homme savait s'adapter, transformant une contrainte, l'impossibilité de dormir d'un seul bloc dans un environnement froid et inconfortable, en un rituel porteur de sens. Aujourd'hui, ce cycle a disparu, remplacé par notre obsession d'un sommeil uniforme. Mais les chercheurs qui l'ont redécouvert parlent d'un savoir perdu. Peut-être que les hommes du Moyen-Âge, dans leur simplicité, avaient retrouvé un équilibre que nous avons oublié. Car ce n'était pas tout. Le sommeil biphasique n'était qu'une pièce du puzzle. Pour comprendre comment on survivait aux nuits glaciales dans un château, il faut aussi entrer dans les chambres seigneuriales, là où le luxe et l'ingéniosité tentaient de vaincre le froid. La chambre d'un seigneur médiéval est souvent imaginée comme un sanctuaire de chaleur et de luxe, une pièce ornée de tapisseries, de coffres sculptés et de lits majestueux. Pourtant, si l'apparence séduisait l'œil, la réalité restait bien plus austère que ce que nos images modernes laissent pas croire. Les murs de pierre, même décorés, demeuraient froids et humides. Les flammes d'une cheminée offraient une lueur rassurante, mais leur chaleur ne se répandait que sur quelques pas avant de se perdre dans l'air glacé. Le privilège d'avoir une pièce privée, souvent appelée le solar, marquait une différence avec la majorité des habitants du château, mais il ne transformait pas la nuit en refuge confortable. Au centre de cette pièce trônait le lit à baldaquin. Ce lit n'était pas simplement un meuble, mais une forteresse miniature, un espace clos dans un espace ouvert. Les lourds rideaux de laine ou de velours ne servaient pas seulement à impressionner les visiteurs. Ils constituaient une barrière contre les courants d'air. Tirés autour du dormeur, ils créaient une bulle de chaleur. Une petite chambre dans la chambre où l'on pouvait respirer un air moins mordant. Le seigneur, son épouse et parfois leurs enfants s'y glissaient avec précaution, s'entourant de couvertures épaisses, de draps de lin, parfois de fourrure. Sous les corps, plusieurs couches étaient superposées, de la paille pour isoler, de la laine pour réchauffer, des plumes pour adoucir. Rien n'était laissé au hasard. On imagine souvent ces lits comme des lieux de solitude réservés au seigneur et à son épouse. Mais l'intimité telle que nous la concevons n'existait pas encore. Dans une même chambre,
Il n'était pas rare de trouver des enfants, des serviteurs de confiance, voire des invités de passage. La chaleur humaine n'était pas un luxe secondaire. Elle faisait partie intégrante de la lutte contre le froid. Et dormir seul était un privilège rare, mais c'était aussi, paradoxalement, une fragilité. Plusieurs corps rapprochés créaient une bulle thermique bien plus efficace que n'importe quelle couverture, et même les puissants ne négligeaient pas cet avantage. Les murs de la chambre, recouverts de tapisseries, racontaient souvent des scènes de chasse, de bataille ou d'histoires bibliques. Ces images avaient un rôle décoratif, mais leur utilité allait bien au-delà. Les tissus suspendus retenaient l'air froid, réduisaient l'écho, adoucissaient la pierre nue. Les tapis posés sur le sol avaient la même fonction, protéger les pieds nus de la morsure glacée des dalles. Chaque élément, chaque étoffe avait une mission précise. L'esthétique n'était jamais séparée du besoin de survie. Malgré toutes ces précautions, le froid trouvait toujours une faille. On recourait alors à des stratagèmes supplémentaires. Des pierres chauffées au feu enveloppées de linge étaient glissées au fond du lit. De petites chaufferettes remplies de braise réchauffaient l'air autour du dormeur, avec le risque de brûler les draps ou d'étouffer la respiration. Des serviteurs, avant que le maître ne s'installe, venaient préparer la couche. Ils secouaient les draps, plaçaient les couvertures, installaient la pierre chaude à l'endroit exact où les pieds viendraient de se poser. Chaque geste, chaque détail rappelait que dormir n'était pas un abandon total, mais une bataille organisée. Le paradoxe était là. Plus le Seigneur possédait un château vaste et prestigieux, plus il était difficile de s'y réchauffer. Les grandes pièces, les hautes fenêtres, les plafonds immenses impressionnèrent les visiteurs, mais condamnaient les habitants à lutter contre une fraîcheur constante. Le lit, minuscule bastion de chaleur dans une mer glaciale, devenait alors le véritable centre de la chambre. Ce n'était pas seulement un lieu de repos, c'était un refuge, presque un coffre de survie. Dans l'imaginaire de l'époque, le lit n'était pas qu'un meuble. Il représentait la lignée, le pouvoir, la continuité. C'était là que naissaient les héritiers, que l'on recevait parfois des invités de marque, que l'on rendait son dernier souffle. On y signait des documents, on y murmurait des secrets, on y donnait des ordres au seuil de la mort. Les rideaux tirés n'étaient pas seulement une protection contre le froid, mais aussi un voile sacré, une frontière symbolique entre l'intime et le public. Mais derrière cette image noble, il restait toujours une vérité plus crue. Malgré les tapisseries, malgré les couvertures, malgré les serviteurs attentifs, la nuit était glaciale. Le Seigneur, étendu dans son lit richement décoré, respirait le même air glacé que ses gardes sur les remparts. Les pierres de son château, construites pour protéger contre les assaillants, ne protégeaient-elles pas contre le froid. Le pouvoir n'effaçait pas la fragilité humaine. La chambre seigneuriale offrait du prestige, oui, mais jamais la chaleur que nous associons aujourd'hui au confort. On comprend alors pourquoi ces chambres étaient pas rarement vides. La présence d'un compagnon, d'un enfant, d'un serviteur fidèle, d'un chien couché au pied du lit avait autant d'importance que toutes les richesses accumulées. La chaleur n'était pas seulement matérielle, elle était aussi relationnelle. Dans la nuit médiévale, la survie dépendait autant des couvertures que des présences proches. Et c'est là que se révèle le paradoxe le plus fascinant. Le luxe et l'isolement pouvaient être trompeurs. Avoir sa chambre à soi était un privilège, mais aussi une vulnérabilité. Car la chaleur, la vraie, celle qui repousse le froid jusque dans les os, ne se trouve pas dans l'or ou les broderies, mais dans la proximité des corps et des souffles. Le Seigneur, malgré ses richesses, n'échappait pas à cette loi. Ses nuits étaient belles, mais jamais parfaitement douces. Mais ce n'était pas toute l'histoire. Car si les nobles dressaient leurs lits comme des forteresses miniatures, les plus modestes, eux, avaient inventé d'autres refuges, plus rustiques, mais parfois plus ingénieux. Les lits clos, véritables cabanes de bois où l'on survivait à la morsure du froid comme dans une coquille protectrice. Dans les châteaux comme dans les maisons des campagnes, tous ne pouvaient se permettre un grand lit à baldaquin. Mais la nécessité est mère de l'invention, et face au froid mordant des nuits médiévales, les hommes ont su créer des refuges d'une simplicité ingénieuse. Les lits clos. Ces lits n'étaient pas de simples couchettes. C'étaient de véritables petites cabanes de bois, construites comme une armoire allongée, dotée de portes coulissantes ou de panneaux mobiles. Lorsqu'on s'y glissait, on fermait derrière soi la cloison, et l'on se retrouvait enfermé dans une boîte protectrice, isolé du reste de la pièce. Ces lits étaient conçus pour retenir la chaleur corporelle. Là où un lit ouvert laissait s'échapper la moindre bouffée d'air chaud, le lit clos enfermait les souffles et les conservait comme une couverture invisible. Les planches de bois, épaisses, formaient une barrière contre les courants d'air, et les rideaux ajoutés à l'intérieur créaient une atmosphère presque intime, étouffée mais supportable. On pouvait y dormir seul, à deux,
parfois même à trois, serrés les uns contre les autres, respirant le même air tiède. Le froid restait dehors, et la chaleur humaine devenait un trésor partagé. Pour qui observe ces lits aujourd'hui dans les musées, ils semblent étranges, étroits, presque oppressants. Mais à l'époque, ils représentaient un luxe fonctionnel, car le froid ne s'attaquait pas seulement au confort, il menaçait la santé. Une nuit glaciale pouvait provoquer des engelures, des toux persistantes, des fièvres redoutées. Le lit clos, en enfermant la chaleur, protégeait le corps fragile. Il réduisait l'espace à chauffer, permettant de survivre là où une pièce entière aurait été impossible à tempérer. Le lit clos n'était pas réservé aux pauvres, même si on le trouvait fréquemment dans les maisons paysannes. Dans certains châteaux, il servait aussi aux enfants, aux domestiques ou à des hôtes de passage. Il incarnait une logique que nous avons presque perdue. Dormir n'était pas seulement se reposer, c'était aussi lutter. Chaque nuit était une bataille silencieuse, et l'arme principale était cette ingéniosité des hommes à transformer un meuble en forteresse. Ces lits, souvent sculptés, décorés de motifs simples ou de symboles religieux, avaient également une fonction spirituelle. On y gravait des croix, on accrochait des images saintes, comme si le sommeil, ce petit abandon quotidien, nécessitait une protection surnaturelle autant que matérielle. On récitait parfois une prière en refermant les panneaux, confiant son souffle au Christ ou à la Vierge, afin que la nuit, toujours mystérieuse, n'apporte ni cauchemar ni maladie. À l'intérieur de ce cocon, la vie nocturne suivait un rythme particulier. On y chuchotait avant de s'endormir, on riait doucement, on se réchauffait en collant ses pieds contre ceux d'un frère, d'une sœur ou d'un compagnon. Les enfants s'y sentaient protégés, comme dans une cachette. Les adultes y trouvaient un réconfort face à la rudesse du monde extérieur. Dans l'étroitesse, la proximité devenait une force. Chaque respiration contribuait à maintenir l'équilibre thermique de tous. Mais ces lits ne servaient pas seulement contre le froid. Ils protégeaient aussi des nuisibles. Dans un château médiéval, même noble, les rats, les souris, parfois les insectes, étaient des compagnons indésirables de la nuit. Se réfugier dans un lit clos permettait de réduire les intrusions. Les panneaux fermés, le rideau tiré, et voilà que l'on créait une frontière physique entre soi et ce monde grouillant. Le lit devenait alors une barrière autant contre le froid que contre la vermine. Certains chroniqueurs ont laissé entendre que ces lits clos étaient parfois partagés par des compagnons liés par des pactes spéciaux, appelés matelotage. 2 hommes, 2 frères d'armes, 2 amis très proches pouvaient dormir ensemble, partager non seulement la chaleur, mais aussi leurs biens et leur loyauté. Ce pacte, à la frontière du symbolique et du pratique, illustre à quel point la nuit rapprochait les hommes. Dans le froid, dans l'obscurité, dans l'étroitesse d'un lit clos, se tissèrent des liens plus solides que ceux forgés à la lumière du jour. Ce qui peut nous sembler aujourd'hui étouffant était pour eux un réconfort inestimable. Le bois grinçait parfois, la respiration devenait lourde dans l'air réduit, mais le sentiment de sécurité compensait tout. On savait que dehors, la pierre suintait d'humidité, que le vent courait dans les couloirs, que le froid tenait le château entier en otage. Et pourtant, dans cette petite boîte de bois, le monde extérieur cessait d'exister. C'était une victoire, petite mais essentielle contre l'ennemi invisible de la nuit. Certains lits clos étaient même conçus pour être multifonctions. Le jour, on les refermait entièrement, et ils servaient de banc, de coffre ou d'armoire. La nuit, on les ouvrait, on se glissait dedans, et ils redevenaient abris. Cette polyvalence témoigne de la manière dont les hommes médiévaux savaient en faire de chaque objet une ressource complète, jamais limitée à un seul usage. Il est fascinant de constater que cette invention, née d'une contrainte, a traversé les siècles. Dans certaines régions d'Europe, notamment en Bretagne, les lits clos ont perduré jusqu'au XIXe siècle. Les paysans les utilisaient encore, conscients que leur efficacité contre le froid restait inégalée. Leur longévité prouve leur valeur, mais aussi le poids des nuits glaciales dans la vie quotidienne. Quand on ferme les yeux et qu'on imagine ces lits, on peut presque ressentir la sensation d'y entrer. L'odeur du bois ciré, le froissement du rideau, la chaleur immédiate en refermant la cloison, le silence qui s'installe comme dans une grotte. On entend encore au loin le vent dans les cheminées, mais il est maintenant lointain, presque abstrait. Dans cette bulle, on retrouve une paix étrange, primitive. C'est dans ces petits refuges de bois que des générations entières ont trouvé le sommeil. Et chaque matin, en ouvrant les panneaux, on retrouvait l'air frais, la pierre froide, la dureté du monde. Le lit clos n'était pas un oubli du froid. Il était un répit, un rappel que même dans un château fort, l'homme médiéval restait vulnérable, mais qu'il possédait l'intelligence de se fabriquer, chaque nuit, une forteresse intime contre la rudesse de la nature.
Mais cette ingéniosité ne se limitait pas aux meubles. Car au-delà des lits clos, une autre stratégie, plus simple, plus ancienne, restait la plus efficace de toutes, la promiscuité volontaire, la chaleur partagée entre les corps, dans des salles bondées où l'intimité n'existait pas encore. Dans les châteaux médiévaux comme dans les maisons de pierre ou de torchis des villages, le sommeil n'était pas une affaire solitaire. La promiscuité faisait partie intégrante de la vie, et la nuit n'y échappait pas. Nous, modernes, avons érigé l'intimité en norme. Nous fermons nos portes, nous nous glissons seuls dans nos lits, nous considérons l'espace personnel comme un droit. Mais au Moyen Âge, le besoin de chaleur et de sécurité primait sur toute notion de solitude. On dormait ensemble, serrés les uns contre les autres, non pas toujours par choix, mais par nécessité. Dans une grande salle commune du château, les serviteurs et parfois les soldats s'étendaient côte à côte sur des paillasses ou des tapis de laine, souvent sans séparation. Les enfants dormaient avec leurs parents, parfois avec les voisins ou les apprentis. Les voyageurs de passage se voyaient offrir un coin de sol près de la cheminée, au milieu de ceux qui vivaient déjà là. Les chambres individuelles, rares, étaient réservées aux seigneurs, et même eux n'échappèrent pas toujours à la compagnie d'un serviteur ou d'un compagnon de lit. La promiscuité nocturne était une évidence, tout comme la chaleur humaine qu'elle procurait. Les corps, rapprochés, formaient un rempart contre le froid. L'air glacé de la pièce, si difficile à réchauffer, cédait devant la somme des respirations, des souffles partagés, des couvertures tirées sur plusieurs épaules à la fois. Il y avait dans ces regroupements une efficacité que nulle cheminée isolée n'aurait pu égaler. Chaque individu apportait sa part de chaleur, et cette chaleur se multipliait. Le froid pouvait entrer par les pierres, mais il trouvait, dans cette masse humaine, une résistance vivante. Cette proximité créait un climat social particulier. Dormir ensemble, c'était accepter de partager plus qu'une couverture. C'était partager ses bruits, ses mouvements, parfois même ses rêves racontés à voix basse entre deux phases de sommeil. Les rires étouffés des enfants, les murmures des adultes, les prières récitées dans l'ombre formaient une musique discrète qui remplissait la nuit. Dans cet espace commun, l'intimité moderne disparaissait, mais une autre forme de lien prenait sa place, celle de la communauté, soudée par la nécessité. Dans les campagnes, les maisons paysannes suivaient la même logique. Toute la famille, parfois accompagnée des animaux de la ferme, se regroupait dans une même pièce. Les chèvres ou les moutons apportaient leur chaleur, les chiens se roulaient contre les pieds des dormeurs. Le mélange des souffles, des odeurs, des bruits pouvait sembler étouffant à nos sensibilités modernes, mais il représentait alors une stratégie de survie. Dans la promiscuité, la nuit devenait supportable. Il ne faut pas croire pour autant que cette proximité se vivait toujours comme une contrainte. Elle pouvait être rassurante. Le cœur des enfants battait plus calmement lorsqu'ils sentaient la présence d'un parent à côté d'eux. Les serviteurs trouvaient dans le groupe la certitude de ne pas affronter seuls le froid ou l'obscurité. Même les nobles, dans leurs chambres plus spacieuses, invitèrent parfois des proches à partager leur lit, non seulement pour la chaleur, mais aussi pour renforcer les alliances symboliques. Dormir avec quelqu'un était une marque de confiance, parfois même un honneur. Certains chroniqueurs rapportent que des invités importants pouvaient se voir offrir une place dans le lit du maître de maison. Ce n'était pas un geste déplacé, mais une façon d'honorer l'invité, de lui accorder la chaleur et la sécurité du lieu le plus protégé. La promiscuité dans ce cas était un langage social. Elle abolissait les distances de la journée et transformait le sommeil en espace de diplomatie silencieuse. La promiscuité nocturne avait aussi un rôle psychologique. Dans un monde où les bruits de la nuit inspiraient la crainte, où l'on croyait aux esprits et aux âmes errantes, la présence des autres offrait un apaisement. Mieux valait entendre la respiration d'un voisin que le sifflement du vent dans une meurtrière solitaire. Mieux valait sentir la chaleur d'un corps proche que la morsure de la pierre glacée. Le sommeil partagé devenait moins fragile. La peur se diluait dans la communauté. Cette habitude de dormir ensemble forgeait des souvenirs communs. Les enfants grandissaient dans le contact quotidien de leurs frères et sœurs. Les serviteurs apprenaient à connaître intimement les habitudes des autres. Les couples trouvèrent des moments de complicité dans l'ombre. Tout cela renforçait une forme de solidarité qui dépassait les murs du château. On partageait la chaleur comme on partageait le pain. Et ce partage, imposé par la nécessité, nourrissait un sentiment d'appartenance. Bien sûr, cette promiscuité avait ses inconvénients. Les ronflements, les toux, les parasites circulaient d'un dormeur à l'autre. Les odeurs de sueur, de laine humide, de paille rance s'ajoutaient à l'air lourd de la pièce. Mais on s'y habituait. On développait une tolérance au désagrément, car chacun savait que l'alternative, dormir seul dans une chambre glaciale, aurait été pire. Le confort au Moyen Âge n'était pas l'absence de gêne,
mais l'équilibre trouvé dans la cohabitation. Dans certaines chroniques, on parle de dormeurs qui se racontaient des histoires pour passer le temps entre le premier et le second sommeil. La nuit devenait alors une sorte de veillée intime où les récits circulaient, où les contes prenaient vie. Ces moments d'échange renforçaient encore la chaleur collective, non seulement physique, mais aussi émotionnelle. Les paroles, dans l'obscurité, avaient un poids particulier. Elles enveloppaient l'esprit comme une couverture de laine. On peut imaginer l'atmosphère d'une de ces nuits, une salle voûtée, quelques torches qui se consument lentement, des tapisseries qui bougent à peine dans les courants d'air. Sur le sol, des paillasses serrées les unes contre les autres. Les corps, roulés dans des couvertures, partagent leur chaleur. Un enfant murmure une question, un adulte répond à voix basse. Un chien lové près du foyer soupire. Et tout autour, le château dort, comme un organisme vivant dont chaque respiration se mêle aux autres. Dans cette promiscuité, l'individu disparaît un peu, mais la communauté gagne en force. Le sommeil collectif devient une image du monde médiéval lui-même, un monde où l'on vit ensemble, où l'on dépend les uns des autres, où la survie est toujours une affaire de groupe. Le froid, l'ombre, les peurs nocturnes rappelaient chaque soir que l'homme seul est fragile. Mais rassemblés, les hommes trouvaient la chaleur et la sécurité nécessaires pour traverser la nuit. Et ce n'était pas tout. Car cette différence entre dormir dans le luxe d'un lit noble ou dans la promiscuité des salles communes cachait une vérité plus vaste encore. Le contraste saisissant entre les riches et les pauvres, entre ceux qui pouvaient empiler couvertures et fourrures, et ceux qui se contentaient de paille et de souffle partagés. La nuit médiévale ne tombait pas de la même manière pour tous. Elle ne s'installait pas avec les mêmes armes ni les mêmes refuges dans les chambres des seigneurs et dans les chaumières des paysans. Le froid pourtant était universel. Il passait les murailles comme les toits de chaume, il mordait aussi bien les pieds d'un noble que ceux d'un laboureur. Mais la manière de l'affronter révélait des mondes séparés, deux univers qui partageaient la même obscurité tout en la vivant de façon radicalement différente. Pour les riches, les nuits s'ouvraient sur des rituels de préparation. Dans les châteaux, les serviteurs préparaient les chambres en secouant les couvertures, en disposant les tentures, en vérifiant que les flammes des cheminées brûlaient encore assez pour réchauffer l'air. Les draps étaient faits de lin, les couvertures de laine épaisse, parfois doublées de peaux d'animaux. Certains nobles possédaient des fourrures exotiques, comme l'hermine ou le verre, symbole de prestige autant que rempart contre le froid. Le lit devenait une forteresse au sein de la forteresse, avec ses couches superposées de tissus, ses oreillers moelleux, ses rideaux tirés pour enfermer la chaleur. Et pourtant, malgré ce luxe, le froid trouvait toujours sa place. Les grands espaces, les plafonds hauts, les fenêtres mal isolées rendaient la chaleur fragile. La cheminée, aussi majestueuse soit-elle, ne chauffait qu'un cercle restreint. Plus on s'éloignait des flammes, plus le froid reprenait ses droits. C'est pourquoi les seigneurs se glissaient dans leur lit comme dans une tente entourée de plusieurs couches de draps, parfois vêtus de bonnets de nuit et de chemises de laine. Le prestige ne garantissait pas le confort absolu. Il ne faisait que rendre la lutte plus sophistiquée. Chez les pauvres, la scène était bien différente. Point de lit à baldaquin ni de rideaux lourds. Les paysans s'allongeaient sur des paillasses de paille tassée, recouvertes d'un drap grossier, parfois d'une couverture de laine râpeuse. La paille n'était pas qu'un matelas. Elle servait aussi d'isolant contre l'humidité du sol. Mais cette paille, vivante, attirait les insectes, piquait la peau, et devait être régulièrement changée pour éviter les mauvaises odeurs. Certains ajoutaient des herbes aromatiques, comme la lavande ou la menthe sauvage, pour repousser les puces et les poux, mais ces précautions n'étaient pas toujours suffisantes. La différence la plus frappante se jouait dans la chaleur disponible. Les nobles pouvaient accumuler plusieurs couches de couverture, tandis que les paysans se contentaient souvent d'une seule étoffe rugueuse, parfois partagée entre plusieurs dormeurs. Alors, pour compenser, on dormait serré, entassés, enfants et parents dans le même lit, parfois même avec les animaux de la ferme qui apportèrent leur chaleur. Les chiens, les chèvres ou les moutons devenaient des alliés involontaires contre le froid, roulés contre les jambes ou couchés près de la paille. La maison paysanne, construite en bois et en torchis, gardait moins bien la chaleur qu'un château de pierre, mais elle avait l'avantage de concentrer les corps dans un espace plus réduit, où les souffles communs finissaient par réchauffer l'air. La noblesse dormait dans le décor du pouvoir. Les murs étaient recouverts de tapisseries précieuses, les coffres sculptés renfermaient des étoffes de réserve. Les lits imposants dominaient la pièce. Les paysans, eux, dormaient dans la même salle où ils mangeaient et travaillaient le jour, avec peu de séparation entre le foyer, la table et la couche. Dans un cas, la chambre était une pièce spécialisée, consacrée au repos et à l'apparat. Dans l'autre,
Elle n'existait même pas. La nuit ne faisait que recouvrir d'ombre les activités de la journée. Mais il serait faux de croire que les nobles étaient protégés de tous les maux et que les pauvres vivaient uniquement dans la misère. Les uns comme les autres trouvaient des stratégies adaptées à leurs conditions. Le riche seigneur se réfugiait dans le luxe de ses couvertures et le symbolisme de ses tentures, mais il dépendait toujours d'un feu vacillant et du soin de ses domestiques. Le paysan, privé de ses ressources, comptait sur la chaleur collective, sur les herbes séchées, sur la simplicité d'un foyer partagé. Dans un sens, les pauvres avaient peut-être une résilience que les riches avaient perdue, car ils ne comptaient pas sur les objets pour les protéger, mais sur les liens humains et les astuces transmises par la tradition. La nuit révélait aussi les inégalités sociales dans la santé. Les nobles, mieux nourris, mieux vêtus, résistaient plus facilement au froid prolongé. Les pauvres, affaiblis par des repas maigres et des vêtements usés, étaient plus vulnérables. Une nuit glaciale pouvait signifier pour un paysan une toux qui s'éternisait, un rhume qui se transformait en mal plus grave. Pour un seigneur, elle se traduisait par un inconfort, une mauvaise humeur au réveil. Le même froid, mais pas les mêmes conséquences. Et pourtant, il existait des moments où ces mondes parallèles se rejoignaient. Dans certaines occasions, comme les fêtes religieuses ou les déplacements, nobles et humbles pouvaient partager la même salle pour dormir, chacun selon son rang, mais tous soumis aux mêmes flammes vacillantes. Le froid, universel, abolissait pour un temps les distances sociales. Car, quelle que soit la richesse, aucune pierre, aucun drap, aucune couverture n'empêchait entièrement le souffle glacé de la nuit d'entrer par les fissures. Ce contraste entre riches et pauvres nous rappelle une vérité simple. Le froid médiéval était un égalisateur. Il frappait tous les corps, mais chacun y répondait avec les moyens dont il disposait. Les nobles déployaient l'apparat, les pauvres cultivaient l'ingéniosité, mais aucun des deux n'échappait totalement à la morsure de l'air nocturne. La nuit, chacun redevenait un être fragile, dépendant d'un feu, d'un tissu, d'une présence. Le pouvoir et la pauvreté perdèrent de leur éclat dans ce face-à-face avec l'hiver. On pourrait croire que ces différences rendèrent la vie nocturne des pauvres insupportable. Mais pour eux, dormir ensemble, partager la chaleur et la promiscuité faisait partie de la normalité. Ils ne concevaient pas l'intimité moderne. Pour beaucoup, le fait de sentir un autre corps à côté du sien, de partager une couverture, de respirer le même air n'était pas une gêne, mais une évidence. Les nobles, au contraire, cherchaient à s'isoler dans le luxe, mais finissaient souvent par retrouver malgré eux cette vérité élémentaire. La chaleur la plus efficace venait toujours de la proximité humaine. Ainsi, les nuits médiévales révélaient deux mondes, différents par les moyens, mais unis par la fragilité. Dans les chambres somptueuses des seigneurs comme dans les chaumières paysannes, le sommeil n'était jamais un simple abandon. Il était une lutte contre le froid, une organisation collective, une adaptation constante. Et si les riches pouvaient se flatter de posséder des rideaux brodés et des fourrures précieuses, et si les pauvres se contentaient de paille et d'animaux couchés à leurs pieds, tous savaient que le froid ne faisait pas de distinction. La nuit, implacable, rappelait à chacun sa condition d'homme, vulnérable et dépendant. Mais ce n'était pas toute l'histoire. Car autour de ces nuits glaciales, des rumeurs, des croyances et des controverses ont traversé les siècles, certaines fondées, d'autres fantaisistes, mais toutes révélatrices de l'imaginaire que les hommes associaient au sommeil dans les châteaux médiévaux. Lorsque l'on observe aujourd'hui les vestiges des lits médiévaux, lorsque l'on parcourt les salles des musées où sont exposés coffres, tentures et couvertures d'époque, il est tentant de projeter nos habitudes modernes sur ces objets anciens. Mais une grande partie de ce que nous croyons savoir sur le sommeil médiéval repose sur des idées reçues, des rumeurs transmises de siècle en siècle ou encore sur des interprétations approximatives des chroniqueurs. Les nuits des châteaux médiévaux sont entourées d'un brouillard d'histoires à moitié vraies, parfois inventées, parfois exagérées, mais toutes révélatrices des craintes et des espoirs des hommes de l'époque. L'un des mythes les plus persistants est celui des lits courts. Combien de fois n'a-t-on pas entendu que les lits médiévaux étaient volontairement plus petits parce que l'on dormait assis ? Cette idée répétée dans les livres populaires et les visites guidées repose en partie sur des observations réelles. Il est vrai que certains lits anciens paraissent étrangement courts, comme s'ils n'avaient pas été conçus pour accueillir un corps allongé. Mais les historiens rappellent que beaucoup de ces meubles ont été modifiés, recoupés ou encore déformés par le temps. D'autres étaient tout simplement destinés aux enfants. Il n'existe pas de preuve absolue que les nobles dormaient toujours assis. Pourtant, la croyance persiste, renforcée par l'idée qu'on craignait d'être couché comme un mort et que la position allongée était associée à la tombe. Ce mythe reflète en réalité une pratique plus nuancée. Certains nobles préféraient dormir semi-redressés, appuyés sur des oreillers,
non par superstition mais pour des raisons de confort. Les repas riches, arrosés de vin, rendaient la digestion difficile. Dormir légèrement assis évitait les reflux et les étouffements. De plus, dans les chambres glaciales, la tête plus haute que le corps permettait de mieux respirer et de limiter les sensations d'humidité. La rumeur des lits courts a donc probablement exagéré une habitude qui, à l'origine, relevait davantage de la médecine populaire que de la superstition. Une autre controverse concerne la relation entre sommeil et surnaturel. Les nuits médiévales, obscures et glaciales, nourrissaient un imaginaire foisonnant. On croyait que le sommeil ouvrait une porte vers l'invisible. Les rêves étaient interprétés comme des messages divins ou démoniaques. Un songe pouvait annoncer une victoire, une maladie, une naissance ou une trahison. Les seigneurs, attentifs à ces signes, consultaient parfois prêtres ou devins pour comprendre ce que leur nuit avait révélé. Certains récits médiévaux racontent que des fantômes apparaissaient aux dormeurs, qu'ils tiraient les couvertures ou s'asseyaient sur leur poitrine. Cette vision, que nous relions aujourd'hui à la paralysie du sommeil, était alors attribuée à l'action de démons nocturnes, appelés incubes et succubes. Le lit devenait ainsi un champ de bataille invisible, où l'âme devait résister aux attaques de l'invisible autant qu'au froid. Les superstitions entourant la nuit touchaient également aux pratiques les plus simples. On disait par exemple qu'il ne fallait jamais dormir les pieds tournés vers la porte, car c'était ainsi que l'on disposait les morts avant de les emporter au cimetière. On pensait aussi que laisser un miroir découvert pendant la nuit pouvait attirer les esprits, car l'âme en sortant du corps risquait de s'y refléter et de s'y perdre. Ces croyances, répandues dans les campagnes, circulaient aussi dans les châteaux, alimentant les précautions du soir. Fermer les volets, couvrir les miroirs, tracer un signe de croix sur le lit, autant de gestes destinés à protéger le dormeur de forces invisibles. Un autre point de débat historique concerne les parfums et les herbes utilisées dans le sommeil. Certaines sources affirment que l'on bourrait les matelas de plantes aromatiques, non seulement pour masquer les odeurs, mais aussi pour chasser les mauvais esprits. La lavande, la menthe, le romarin avaient certes des vertus répulsives contre les insectes, mais on leur prêtait aussi des pouvoirs surnaturels. Dormir sur un lit parfumé n'était donc pas un simple confort, c'était un rempart contre les dangers de la nuit. Mais là encore, les historiens hésitent à déterminer jusqu'à quel point ces pratiques étaient répandues. Certains lits conservés présentent encore des traces d'herbes séchées, preuve que la coutume existait. Mais nous ignorons si elle concernait tout le monde ou seulement certaines régions. Il existe aussi des rumeurs plus triviales, mais tout aussi révélatrices. On a longtemps affirmé que les nobles dormaient avec leurs animaux favoris, chiens ou chats, pour profiter de leur chaleur. Si cette pratique a pu exister, elle n'était pas systématique. Les animaux de compagnie, rares et précieux, étaient souvent gardés à proximité, mais pas toujours dans le lit. En revanche, chez les paysans, la proximité avec les animaux domestiques était courante. Les vaches, les moutons, les chèvres occupaient la même pièce ou des espaces attenants, et leur chaleur contribuait réellement à rendre les nuits moins glaciales. Ce contraste entre croyances nobles et réalité paysanne illustre bien la manière dont les rumeurs naissent. Une pratique commune aux humbles se transformait, dans l'imaginaire collectif, en curiosité exotique attribuée aux puissants. Parmi les controverses les plus tenaces, il y a aussi celle des habitudes de pudeur. Les textes anciens rapportent souvent que plusieurs personnes partageaient le même lit, parfois sans lien de parenté. Nous aurions tendance à y voir un scandale ou une transgression, mais pour eux, la promiscuité n'était pas un problème. Le sommeil collectif était normal, et l'idée moderne d'une stricte intimité n'existait pas. Les voyageurs partagèrent leurs couches avec des inconnus, les apprentis dormaient aux côtés de leurs maîtres, les enfants avec leurs parents. Certains chercheurs affirment même que cette promiscuité pouvait être encouragée par la société, car elle renforçait les liens et empêchait l'isolement. Mais d'autres y voient un terrain propice aux abus, aux tensions, aux conflits. La vérité se situe sans doute entre les deux. Dormir ensemble était une nécessité, mais elle ne se vivait pas toujours sans heurts. Ces mythes et ces controverses révèlent une chose essentielle. Le sommeil au Moyen Âge n'était pas seulement une affaire de repos. C'était un moment chargé de signification sociale, médicale, spirituelle. Chaque détail de la chambre, chaque habitude, chaque posture pouvait être interprété, discuté, transformé en rumeur. Le sommeil devenait ainsi une scène où se jouaient les peurs, les croyances, les hiérarchies. Et peut-être est-ce là que réside la fascination que nous éprouvons encore aujourd'hui pour ces nuits anciennes. Elles ne se réduisent pas à une lutte contre le froid. Elles sont traversées de récits, d'imaginaires, de symboles. Derrière chaque lit court ou chaque rideau tiré, il y avait une histoire racontée, une peur à conjurer, un mystère à interpréter. Le sommeil n'était jamais neutre. Il était au cœur de la vie médiévale,
un espace où le corps se reposait, mais où l'esprit continuait de dialoguer avec l'invisible. Mais ce n'était pas toute l'histoire. Car au-delà des mythes et des rumeurs, la nuit médiévale avait aussi ses petits rituels concrets, ses détails pratiques, ses gestes simples et méconnus, qui, plus encore que les légendes, permettaient réellement de survivre au froid. Chaque soir, dans les châteaux médiévaux, avant que le sommeil ne vienne, une série de gestes discrets s'accomplissait. Ce n'étaient pas de grands rituels solennels, mais de petites habitudes transmises de génération en génération. Gestes modestes mais essentiels pour rendre la nuit supportable. Ces préparatifs nocturnes, souvent invisibles dans les récits officiels, constituaient pourtant la clé de la survie contre le froid. On commençait par le feu. La cheminée, si elle existait dans la chambre, devenait le cœur de tous les soins. On ne la laissait jamais brûler librement jusqu'à l'épuisement du bois. Cela aurait signifié gaspiller une ressource précieuse et risquer un accident. Alors, avant d'aller dormir, on étouffait les braises sous une couche de cendre. Ce geste, simple en apparence, permettait aux braises de rester vivantes jusqu'au matin. Au réveil, il suffisait de souffler légèrement ou d'ajouter une brindille pour rallumer la flamme. Cette pratique, appelée « couvrir le feu », faisait partie du savoir-faire quotidien et celui qui l'oubliait mettait en danger toute la maison. Autour du lit, les précautions s'accumulaient. On glissait parfois une pierre chauffée au feu, enveloppée dans un tissu, au pied de la couche. Ce chauffe-lit, primitif, diffusait sa chaleur pendant quelques heures, assez pour rendre l'endormissement moins difficile. D'autres utilisaient de petites chaufferettes en métal, remplies de braise, qu'ils plaçaient sous les draps. Mais il fallait être prudent. Mal utilisées, elles pouvaient brûler les tissus ou étouffer le dormeur. Les serviteurs connaissaient donc des astuces précises, comme intercaler plusieurs couches de lin pour adoucir la chaleur, ou vérifier que le charbon n'était pas trop ardent. Les couvertures elles-mêmes faisaient l'objet d'une organisation soigneuse. Dans les maisons nobles, on empilait plusieurs couches, un drap de lin, une ou deux couvertures de laine, parfois une peau de mouton ou une fourrure plus rare. On ajoutait un couvre-lit épais pour maintenir l'ensemble. Dans les foyers plus modestes, on se contentait de la laine, rugueuse mais résistante. Les couvertures étaient là parfois partagées par plusieurs personnes, tendues d'un bord à l'autre du lit comme une voile commune. Chacun tirait de son côté, mais la chaleur restait enfermée. La tête et les extrémités du corps recevaient une attention particulière. On portait souvent un bonnet de nuit, long et souple, qui couvrait non seulement la tête mais aussi les oreilles. Ce détail que l'on retrouve dans tant de gravures anciennes n'était pas une fantaisie mais une nécessité. La chaleur s'échappe en grande partie par le crâne, et couvrir la tête était l'un des moyens les plus simples d'éviter les frissons. Les pieds, eux, étaient protégés par des chaussettes de laine ou glissés sous plusieurs couches de tissu. Parfois, on plaçait un petit chien au pied du lit. Sa chaleur animale tenait lieu de couverture vivante. L'air de la chambre, souvent humide, nécessitait lui aussi des précautions. On bourrait de tissu les interstices des portes et des fenêtres pour éviter les courants d'air. On accrochait des tapisseries épaisses aux murs, qui jouèrent le rôle d'isolant. On roulait des tissus au bas des portes, comme des boudins, pour bloquer le froid qui rampait au sol. Ces gestes, si simples, faisaient une différence considérable dans la perception de la nuit. Certains détails peuvent sembler anodins, mais ils témoignaient d'une connaissance fine de l'environnement. On choisissait par exemple avec soin l'endroit du lit dans la pièce. Il ne fallait pas le placer trop près de la cheminée, au risque de subir la fumée ou les étincelles, mais pas non plus contre un mur extérieur, glacé comme une pierre tombale. On préférait les murs intérieurs, plus tempérés, et l'on disposait le lit de manière à pouvoir tirer facilement les rideaux sans que le vent ne les emporte. Chaque détail de l'agencement répondait à une logique, fruit de l'expérience accumulée. Il y avait aussi les gestes spirituels, inséparables des pratiques matérielles. Avant de s'endormir, beaucoup récitaient une prière, traçaient un signe de croix sur leur front ou sur le lit. On invoquait la protection des saints, on confiait son sommeil à Dieu, on demandait à être gardé des cauchemars et des attaques invisibles. Ces prières étaient parfois courtes, parfois longues, mais elles faisaient partie du rituel autant que la couverture ou le feu. Elles transformaient la nuit en un espace protégé où l'invisible pouvait devenir allié plutôt qu'ennemi. Les enfants recevaient une attention particulière dans ces préparatifs. On leur chantait des comptines, on leur racontait des histoires pour apaiser leur peur. On leur glissait parfois dans la main un objet symbolique, une petite croix, une médaille, une herbe séchée censée éloigner les mauvais rêves. Ces gestes rassuraient autant les parents que les enfants, car chacun savait que la nuit, plus encore que le jour, révélait la fragilité de la vie. Dans certains foyers, on diffusait des parfums d'herbe pour purifier l'air. On plaçait des branches de lavande ou de menthe près du lit, parfois directement dans la paille du matelas.
Ces plantes ne servaient pas seulement à masquer les odeurs, elles éloignaient les insectes et, dans l'imaginaire de l'époque, protégeaient aussi contre les esprits. Le parfum des herbes séchées devenait ainsi un compagnon du sommeil, un voile rassurant dans l'obscurité. La veille intermédiaire, ce moment entre le premier et le second sommeil, offrait aussi son lot de petits rituels. On profitait de ce temps pour prier à nouveau, pour vérifier le feu, pour boire une gorgée d'eau tiède laissée près du lit. Certains lisaient ou récitaient des textes religieux, d'autres discutaient à voix basse avec leurs proches. Ce moment suspendu n'était pas perçu comme une gêne, mais comme une occasion d'entretenir le lien avec Dieu, avec la famille, ou simplement avec soi-même. Il est fascinant de constater que ces pratiques nocturnes mêlaient toujours le matériel et le spirituel. On ne se contentait pas de tirer un rideau ou de m'allumer une chandelle. Chaque geste avait une dimension symbolique. Fermer les panneaux d'un lit clos, c'était non seulement retenir la chaleur, mais aussi fermer la porte au mauvais esprit. Placer une pierre chaude au pied du lit, c'était non seulement réchauffer les pieds, mais aussi appeler la vie à tenir bon jusqu'au matin. La nuit devenait une cérémonie discrète où le moindre détail comptait. Dans un château, ces rituels prenaient parfois un caractère plus formel. Des serviteurs veillaient à chaque étape, couvrir le feu, préparer le lit, vérifier les verrous, disposer les tapisseries. Le seigneur se couchait alors dans un environnement prêt, façonné pour lui. Mais dans les foyers plus modestes, ce sont les familles elles-mêmes qui accomplissaient ces gestes, souvent avec plus d'inventivité et de solidarité. L'essentiel restait le même. Ne pas entrer dans la nuit les mains vides, mais avec un arsenal de petites attentions. Ces gestes, répétés soir après soir, donnaient au sommeil une épaisseur particulière. Il ne s'agissait pas simplement de se laisser tomber dans un lit, mais de franchir un seuil, d'entrer dans un autre monde. Chaque rituel, chaque détail, chaque préparation devenait une clé qui permettait de passer de la veille au repos. Et cette manière de vivre la nuit, faite de précautions et de symboles, nous rappelle que pour les hommes du Moyen-Âge, dormir n'était pas un acte banal, mais une traversée à préparer. Mais ce n'était pas encore la fin de l'histoire, car au terme de tous ces rituels, malgré toutes ces précautions, la nuit médiévale restait une épreuve incertaine. Beaucoup ne se réveillaient pas, emportés par la maladie, par la faiblesse, par le froid lui-même. Le sommeil, dans les châteaux comme dans les chaumières, pouvait se transformer en dernier passage. Et c'est pourquoi la conclusion de ce récit ne peut qu'inviter à méditer sur cette fragilité. Dans ces nuits glaciales, chaque respiration était un triomphe discret, chaque réveil un miracle silencieux. Quand on referme les yeux sur tout ce que nous avons traversé ensemble, on comprend que les nuits des châteaux médiévaux étaient bien plus que de simples heures de sommeil. Elles étaient des épreuves, des rituels, des révélateurs. Chaque pierre glaciale, chaque tenture tirée, chaque souffle partagé racontait une histoire plus vaste que celle d'un seul individu. Le froid implacable était un maître invisible. Il ne faisait aucune distinction entre le noble et le paysan, entre le serviteur et le chevalier. Il passait les murailles, rampait le long des dalles, s'installait dans les coffres de bois et dans les couvertures de laine. Il rappelait à chacun, chaque nuit, que la grandeur des châteaux et la puissance des hommes n'étaient rien face à la constance silencieuse de la nature. Mais dans ce combat nocturne, on découvre aussi l'immense capacité d'adaptation des hommes du Moyen-Âge. Ils ont inventé les lits clos, refuges de bois qui transformaient l'espace du sommeil en cocon protecteur. Ils ont tendu des tapisseries, non seulement pour orner, mais pour survivre. Ils ont partagé leurs lits, leurs couvertures, leur souffle, acceptant la promiscuité non comme une gêne mais comme une nécessité vitale. Ils ont créé des rituels, prières et gestes minutieux qui faisaient du coucher une cérémonie discrète où l'on confiait sa fragilité à Dieu autant qu'au feu qui rougeoyait encore dans l'âtre. Ces nuits nous parlent encore parce qu'elles révèlent une vérité que nous avons parfois oubliée. Le sommeil pour nous est devenu une routine banale. Nous appuyons sur un interrupteur, nous réglons un thermostat, nous nous glissons dans un lit moderne où rien ne nous menace vraiment. Nous pensons que dormir est acquis, que le confort est un droit. Mais les hommes médiévaux savaient que chaque nuit était un passage incertain, que la chaleur pouvait s'éteindre, que le froid pouvait gagner, que le sommeil pouvait basculer dans le silence définitif. Ils ne prenaient pas le repos à la légère. Ils l'honoraient, ils le préparaient, ils le vivaient comme une épreuve sacrée. Ce regard nous invite à repenser nos propres nuits. Sommes-nous vraiment plus libres, nous qui dormons seuls dans nos chambres isolées, loin des respirations collectives, loin des récits chuchotés à voix basse, loin des gestes partagés qui donnaient au sommeil médiéval une dimension communautaire? Sommes-nous plus en sécurité ou simplement plus isolés? Le confort moderne nous a peut-être offert la chaleur,
Mais il nous a ôté une part de cette chaleur humaine que nos ancêtres trouvaient en la proximité des corps et dans la solidarité des nuits. La nuit médiévale n'était pas qu'une absence de lumière. Elle était un miroir où l'homme se voyait tel qu'il était, vulnérable, fragile, mais ingénieux et résilient. Dans le craquement des poutres, dans le sifflement du vent, dans le tremblement des tentures, chacun apprenait à se mesurer à la nature et à ses propres peurs. Le sommeil biphasique, entrecoupé d'éveil calme, ouvrait un espace intérieur où l'on priait, où l'on méditait, où l'on se racontait des histoires. Ces moments suspendus faisaient partie de la nuit autant que les rêves. Ils rappelaient que l'obscurité n'était pas un vide mais un temps plein, habité par les hommes, par leurs pensées et par leurs croyances. Peut-être est-ce pour cela que les récits de ces nuits nous touchent encore. Parce qu'ils parlent de la condition humaine dans ce qu'elle a de plus universel. Le besoin de chaleur, le partage des peurs, le réconfort d'une présence, le soulagement d'un réveil au matin. Ce sont des expériences que nous connaissons encore, même si nous les vivons différemment. En lisant les chroniques, en regardant les vestiges, en imaginant ces chambres de pierre où le souffle se condensait en nuages visibles, nous reconnaissons une partie de nous-mêmes. La conclusion de ce voyage pourrait être sombre. Dormir dans un château médiéval, c'était lutter chaque nuit contre le froid et parfois contre la mort. Mais ce serait ignorer l'autre visage de ces nuits, la créativité, la solidarité, la spiritualité qui naissait de cette lutte. Chaque rituel, chaque prière, chaque geste d'ingéniosité était une victoire silencieuse. Chaque matin où l'on rouvrait les yeux était un triomphe discret contre la nuit. Et si nous voyons dans ces récits quelque chose de horrifiant, ce n'est peut-être pas seulement la dureté du froid. C'est aussi le contraste avec notre monde actuel, où nous avons perdu le sens de cette préparation, de cette vigilance, de cette intensité. Nous dormons sans effort, et nous oublions que le sommeil fut longtemps une conquête, presque une bataille quotidienne. Alors, en refermant ce récit, posons-nous une question simple. Que nous manque-t-il aujourd'hui dans nos chambres trop parfaites, trop chauffées, trop isolées ? Est-ce la morsure du froid qui rendait le sommeil médiéval si précieux ? Est-ce la chaleur des autres, la solidarité d'un lit partagé, la force d'un souffle commun ? Ou bien est-ce ce mélange unique de fragilité et de résilience qui faisait de chaque nuit une aventure à part entière ? Peut-être que les hommes médiévaux, dans leur inconfort, connaissaient mieux la valeur du sommeil que nous. Peut-être qu'ils savaient, mieux que nous, que dormir est un don fragile, qu'il faut préparer avec soin et vivre avec gratitude. Et peut-être qu'en imaginant leur nuit glaciale, leurs prières murmurées, leurs couvertures tirées jusqu'au menton, nous retrouvons quelque chose de plus profond que l'histoire, un rappel de notre humanité partagée. Ainsi s'achève ce voyage dans les chambres des châteaux médiévaux, où le froid régnait, mais où les hommes savaient toujours inventer la chaleur. Et maintenant, je t'invite à fermer les yeux, à écouter ton propre souffle, à mesurer la chance que tu as de dormir dans ton époque, dans ton lit. Mais garde en mémoire ces hommes et ces femmes d'hier, qui traversaient chaque nuit comme une épreuve et qui, au matin, se réveillaient avec le sentiment d'avoir vaincu une bataille invisible. Et toi, dis-moi, si tu avais vécu à cette époque, aurais-tu préféré la solitude glaciale du lit noble ou la chaleur partagée d'une paillasse commune ? Laquelle de ces deux réalités aurais-tu choisi pour survivre à l'hiver éternel des châteaux médiévaux ?